Je vous propose qu'on continue donc avec la session 2 de ce colloque, sans plus attendre, sur les besoins d'observation, non, pas du tout, sur les données d'observation en santé-environnement et comment s'en emparer. Donc, pour animer cette session, je vais appeler Jessica King. Donc, tu es déjà là, c'est parfait. Donc, je vous présente Jessica King qui va animer cette session, qui est chargée de mission santé-environnement à la ville d'Aubervilliers. Et donc, je vais également inviter les autres intervenants de cette session à rejoindre la scène. Merci beaucoup. Donc, Benjamin, Lévi-Maya, Fanny, Fabrice, Sabine, Patricia et Camille qui sont en visio. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci à Élysée pour leur accueil et leur organisation. Merci à nos intervenants d'être là. Alors, je me représente, je suis Jessica King, médecin de santé publique, chargée de mission santé environnementale et coordinatrice du conseil local en santé environnementale à la mairie d'Aubervilliers. L'utilisation des données d'observation constitue un enjeu auquel nous faisons face à Aubervilliers. À Aubervilliers, nous avons produit le premier diagnostic local de santé environnementale. Cela nous a permis de démontrer que 71% du territoire cumulait l'exposition à au moins 3 nuisances ou pollutions environnementales. Mais quoi en faire ? Dans un premier temps, cela nous a permis d'extraire des problématiques prioritaires. Et ensuite ? Alors, après avoir réfléchi et échangé ce matin sur les besoins d'observation territoriale en santé environnementale, dans la première session de ce colloque, je vous propose d'aborder la question de cette deuxième session, les données d'observation en santé environnementale, comment s'en emparer. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de données. La question est comment s'en servir. On pourrait aussi parler du passage de la théorie à la pratique, ou encore des données, mais pourquoi faire ? Comment utiliser les données d'observation ? À quoi servent les données d'observation ? Alors, quelques pistes. Cela peut être pour avoir un point zéro, suivre l'évolution d'une exposition ou d'une maladie, repérer des signaux d'alerte. Nous nous situons à la charnière entre la production de données d'observation en santé environnementale et l'appropriation par les décideurs publics. Car ce n'est pas un lien direct. À cette jonction se situent des professionnels de santé, des associatifs, des habitants, des agents des communes, des services des différentes collectivités, des spécialistes de la santé environnementale qui peuvent comprendre les données, les analyser, les traiter, les utiliser, les transmettre pour mettre en place leurs propres actions ou les relayer à des collègues ou au pouvoir public. Ce n'est pas un rôle bien défini. Parfois, ce sont les producteurs de données d'observation qui vont mener des projets, comme Air Paris qui copilote des études ou de projets d'aménagement urbain, des expérimentations comme le suivi du plan Air, des partenariats. Parfois, ce sont les pouvoirs publics des collectivités qui demandent des données, des diagnostics. Alors aujourd'hui, vous êtes 4 producteurs de données. Ensemble, on va chercher à comprendre quelles sont ces données, comment ces données peuvent être utilisées, à quoi elles peuvent servir. Nous sommes ravis d'accueillir M. Benjamin Lévi-Maya, chargé de mission données en santé-environnement à l'Écolab du Commissariat général au développement durable. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je suis Benjamin Lévi-Maya. Merci pour la présentation, Jessica. Et je vais venir vous parler des options et des possibilités de mobilisation de données en santé-environnement, donc à la fois au niveau national et aussi, surtout, au niveau local. Je viens pour donc vous parler du Green Data Forest. Le Green Data Forest, c'est un espace commun de données qui prend tous ensemble les données en santé-environnement afin de les rendre les plus accessibles possibles. Rapidement, pour vous faire une petite présentation, voilà, très rapide, je vous ai mis quelques chiffres que je pense que tout le monde connaît. Mais donc 25% des pathologies chroniques sont attribuées à des facteurs environnementaux connus et évitables. Et on a à peu près 40 000 décès attribuables chaque année à la pollution atmosphérique en France. Tous ces éléments-là, on peut les déterminer, on peut connaître ces chiffres grâce à des données
La question qu'on peut se poser, c'est donc comment les utiliser pour éclairer la connaissance et améliorer la connaissance sur les effets de la santé, les effets de l'environnement sur la santé. Le Green Data for Health, qu'est-ce que c'est ? C'est donc un espace commun de données qui est une action phare du PNSE 4, l'action 18 du PNSE 4, qui est incubée actuellement au CGDD, donc qui est au sein du ministère de la Transition écologique, par le laboratoire d'innovation du ministère qui s'appelle l'Ecolab. Le contexte, c'était de dire qu'on a une multitude de données environnementales, on a une multitude de données de santé, mais on a deux problèmes, qui est un, la repérabilité de ces données-là, et deux, la mise en relation entre les données d'environnement et les données de santé. L'objectif du Green Data for Health, ça a été justement, dans un premier temps, de favoriser la repérabilité et l'accès à ces données environnementales, y compris au niveau des territoires, et ensuite de favoriser leur mise en relation avec des données de santé, via un appareillement rigoureux avec donc, les données environnementales et les données de santé, et enfin d'améliorer la communication et la synergie entre différents acteurs pour favoriser l'interopérabilité des données. L'offre du Green Data for Health, elle se compose de plusieurs éléments qui en fait vont un petit peu suivre le cycle de vie de la donnée. Donc d'abord un catalogue de données qui va permettre de recenser toutes les données environnementales qui sont accessibles, qui sont mobilisables pour la santé, ainsi que plus récemment des réutilisations de ces données-là afin de montrer comment on peut les utiliser. Une partie d'aide juridique qui va permettre à la fois aux producteurs et aux personnes qui souhaitent utiliser les données de comprendre quels sont les enjeux, parce qu'on traite quand même de données parfois qui sont sensibles, de données personnelles notamment, et donc de pouvoir déterminer comment est-ce qu'elles peuvent utiliser ces données-là, sous quelles conditions, est-ce que les données peuvent être ouvertes ou non, et comme ça encore plus favoriser l'ouverture et l'accessibilité des données. Un certain nombre de projets donnés, dont je vais revenir un peu plus tard dans la présentation, avec des appels à projets, ou alors par exemple la participation à la feuille de route du plan interministériel sur les PFAS, et des formations, donc des webinaires et des formations pour, encore une fois, présenter l'intérêt de la mobilisation des données en santé et environnement. Le tout avec une communauté, qui est donc la communauté de la donnée en santé et environnement, qui est composée de 450 membres actifs dans la communauté et qui se réunit assez régulièrement. Pour vous donner un exemple, à la fin de l'année, on va par exemple avoir un webinaire de la communauté pour encore une fois présenter les nouveaux projets et les avancées du Green Data for Health. Je passe rapidement sur la présentation donc, d'un catalogue de catalogue de ressources qui est accessible en ligne, il y a le lien si vous voulez, qui regroupe un ensemble de données environnementales mobilisables pour la santé, avec des métadonnées. Donc les métadonnées, c'est en sorte la carte d'identité de la donnée, qui permet de les rendre plus facilement repérables et d'accompagner encore plus la recherche sur le croisement des données environnementales et des données de santé. On a ensuite un grand nombre de projets qu'on porte avec le Green Data for Health et avec un grand nombre de partenaires. Un de ces projets qui est actuellement très conséquent, c'est un appel à conjoint qu'on réalise donc, avec le Green Data for Health et le HDH, donc le Health Data Hub, qui est en quelque sorte notre équivalent côté santé. Donc il y a un hub de données sur les données de santé. On est encore une fois parti du postulat qu'il y a un problème sur le croisement entre les données environnementales et les données de santé, et on a souhaité du coup avec le Health Data Hub accompagner des chercheurs pour plus facilement réaliser des croisements et réaliser des projets qui prennent en compte les données environnementales et les données de santé. On a eu 2 vagues d'appels à projets, avec un premier qui a eu 4 projets que je vais vous présenter par la suite, et un deuxième qui a eu 5 projets accompagnés et qui sont tous en train de se développer actuellement. Donc pour vous donner un exemple, voici les 4 projets du premier appel à projet qui sont sur des thématiques différentes telles que les bassins industriels, les expositions multiples et le bruit. Donc voilà, par exemple, on a le projet Somnibruit qui est notamment porté par Bruit Parif, qui cherche à mieux connaître et quantifier les effets du bruit sur le sommeil en réalisant une étude sur 10 millions d'habitants. Ou encore un autre projet sur le bruit qui est le projet Noises, qui lui cherche à cartographier la distribution spatiale des indicateurs de maladies cardiovasculaires et voir leur lien avec le bruit. Seconde vague d'appel à projets, avec encore une fois de nouveaux projets celui-là vient d'être lancé, donc les projets sont encore à leur balbutiement, mais encore une fois sur différentes thématiques, donc sur le changement climatique, le cumul d'exposition et l'approche One Health qui est aussi très importante pour nous. Je ne rentre pas plus dans les détails. On a d'autres projets, notamment un gros qu'on a réalisé l'année dernière qui était le Challenge Green Data for Health, qui a été encore une fois un projet pour contribuer à l'amélioration de la mobilisation des données en santé et environnement. L'objectif, ça a été de réunir à la fois des professionnels et des particuliers qui voulaient s'engager sur différents projets pour créer des outils qui ensuite conduisent à l'amélioration de la mobilisation de ces données. On a eu 20 organismes porteurs pour ce défi et ça a conduit à réaliser 15 outils
qui sont toujours en train d'être valorisés, mais qui seront tous en open source et mobilisables. Donc voilà l'exemple des 15 défis. Pour ne pas faire de favoritisme, je vais vous parler du vainqueur qui est HistoryIris, qui a été une base de données qui permet de croiser les données d'Iris et de les faire passer d'une année à l'autre. Donc c'est un notable passage des iris pour étudier d'une année à l'autre, comme les iris changent en fonction des années. Et ça permet notamment de réaliser des projets qui étudient des évolutions d'indicateurs et de données sur le temps à des mailles très très fines, donc à la maille de l'iris en l'occurrence. Et on a donc 15 projets comme ça. Si vous avez plus de questions, je pourrais bien sûr revenir dessus. Une formation citoyenne sur la donnée en santé et environnement. On pense que c'est très important de démocratiser ce qu'est la donnée en santé et environnement et pourquoi elle est importante. C'est un terme qui fait un petit peu peur pour les citoyens. Données en santé et environnement, on se dit c'est mes données de santé, j'ai pas vraiment envie de les donner. C'est la raison pour laquelle, avec le HDH, on a réalisé cette formation dont le premier module est disponible. Et si vous êtes intéressé, mardi prochain, on aura un webinaire de présentation de ce module-là. Donc je pourrais pareil, si vous avez besoin, n'hésitez pas à venir me voir. Donc c'est un module qui propose aux participants de comprendre quels sont les facteurs qui impactent notre santé, l'impact sanitaire de l'environnement et les liens entre les données sanitaires et les données environnementales, avec l'objectif, encore une fois, de démocratiser l'importance de l'ouverture des données en santé et environnement. Un dernier projet dont je peux vous parler qui est un groupe de travail avec le CNIGE, donc le Conseil national de l'information géolocalisée, sur les données en santé, qui encore une fois part du postulat qu'il y a un manque d'interopérabilité entre les données environnementales et les données de santé, qui est donc un frein à la mobilisation de ces données, et qui est actuellement en train de chercher à étudier les possibilités de géolocalisation des données et de voir quels sont les outils qui existent et quels sont ceux qu'il faudrait créer. Le livrable 1, qui est donc l'étude de l'existence sur les possibilités de géolocalisation des données, sera bientôt disponible, donc vous pouvez suivre le mental du CNIGE si vous le souhaitez. Et il continue de se développer, notamment sur la partie référencement des ressources qui sont structurantes et des manques qu'on a identifiés pour la mobilisation des données. Voilà, donc petit slide juste pour vous montrer l'écosystème du Green Data for Health, qui est donc assez large. On travaille à la fois avec des acteurs publics, nationaux, territoriaux, avec des chercheurs, avec certains instituts privés et des observatoires. Avec l'objectif vraiment d'avoir une vision très systémique et qui englobe l'ensemble des acteurs pour promouvoir l'utilisation de la donnée en santé et environnement et créer des synergies avec l'ensemble des acteurs. Alors je vais passer sur les questions parce qu'on nous a dit qu'on les ferait plus tard. Et je vais juste rapidement vous présenter un des projets phares qu'on mène actuellement sur l'utilisation des données au sein même des territoires. En l'occurrence sur le thème de l'urbanisme favorable à la santé, qui est donc un concept entre guillemets fondé par l'OMS, qui propose de mettre réellement l'impact et les conséquences sur la santé des projets d'urbanisme dès leur construction, donc avec l'idée de minimiser l'exposition des populations et au risque, et de maximiser au contraire leur exposition à des facteurs de protection et de promotion de la santé. Il y a de nombreux outils qui existent actuellement pour étudier l'urbanisme favorable à la santé. Ici je vous en présente deux, mais il y en a beaucoup plus que ça. Le guide des Adora, qui est donc le guide Agir pour un urbanisme favorable à la santé, qui a été développé par le HESP et qui propose des outils et des méthodologies pour étudier les projets d'urbanisme au sein des territoires. Et une autre méthode qui est pareil très axée territoire sur l'évaluation d'impact sur la santé, qui est une combinaison de procédures, de méthodes et d'outils pour évaluer l'impact d'une politique, d'un programme d'urbanisme sur la santé des habitants au sein même d'un territoire. Le Green Data for Health, pour l'urbanisme favorable à la santé, on a réalisé un appel à projet en partenariat avec l'ADEME, qui s'appelle donc l'appel à projet des experts Urba Santé, avec l'objectif de booster l'action publique en santé environnementale au sein même des territoires. Cet appel à projet, il consiste en développement de 10 projets au sein des collectivités qui sont chacun donc, des projets tests et des projets innovants pour essayer donc, d'améliorer la santé des habitants sur différentes thématiques. Donc voilà une carte pour vous présenter les différents projets. Et voilà, pour parler par exemple de quelques-uns, le projet Paris vers la santé durable propose par exemple la création d'une boîte à outils pour réaliser des EUS, donc des études d'impact sur la santé, qui sont censées être donc réplicables et qui pourraient être diffusées à l'ensemble des territoires pour permettre de les autonomiser dans la réalisation de ces EUS et donc favoriser leur mise en place vu qu'elles ne sont pas obligatoires pour l'instant dans chaque projet d'urbanisme. Et un autre projet, par exemple, celui Découvrir Condon en 1000 pas, qui est totalement différent, qui propose de développer un chemin piéton au centre de la ville. Donc Condon est une petite ville piétonne. Où je suis désolée, mais on arrive bientôt à la fin du temps imparti. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, un petit projet qui propose
développer des chemins piétons au sein de la ville, puisque chaque élément de la ville de Cournon est situé à moins de 3 km du centre. Et par contre, la voiture est très présente, donc la ville a cherché à redynamiser l'espace piéton. Donc voilà, beaucoup de projets avec chacun des thématiques différentes, mais qui portent sur améliorer vraiment, enfin, c'est toutes les dynamiques de l'urbanisme favorable à la santé pour améliorer la santé des habitants au sein des territoires. Et mon dernier élément, il y a un gros programme qui s'appelle Booster Urbanisme favorable à la santé, qui a été réalisé notamment par l'ADEME et qui est porté par différents acteurs, donc ADEME, le CEREMA, Santé publique France, qui propose de réunir les acteurs sur les thématiques de l'urbanisme favorable à la santé pour consolider les connaissances, définir des indicateurs et porter des projets ensemble. Donc voilà, ça c'est les retours du premier booster, mais qui a poussé à beaucoup de travaux qui sont actuellement en train d'être valorisés. Et j'ai fini. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour votre intervention. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Madame Fanny Mietliki, directrice à Bruit Parif, et Monsieur Fabrice Joly, responsable du service études à Air Parif. Bonjour. On va vous présenter donc une cartographie croisée Air-Bruit qu'on a réalisée ensemble, Bruit Parif et Air Parif, donc qui se veut un outil au service des collectivités franciliennes. Quelques rappels déjà sur les impacts sanitaires des pollutions sonores et atmosphériques, même si je pense que vous savez déjà tout ça. Voilà, effectivement, ça a été rappelé à plusieurs reprises, puisque la pollution atmosphérique a un réel impact sur la santé, et de manière importante, que ce soit en France avec 40 000 décès prématurés, et un travail spécifique que l'on mène aussi avec l'ORS pour décliner ces statistiques à l'échelle de l'Île-de-France, avec près de 8 000 décès prématurés. Il y a également les maladies respiratoires telles que l'asthme ou les maladies aussi cardiovasculaires du fait donc, de cette pollution. Une petite note plutôt positive, c'est que la qualité de l'air s'améliore maintenant depuis de nombreuses années, et ça se transcrit aussi sur les paramètres de santé, où vous pouvez voir que voilà, les décès prématurés liés à la pollution sont plutôt en diminution, et jusqu'à moins 40% par exemple si on prend le polluant spécifique qui est les particules les plus fines, notamment les PM2,5. En matière de bruit, donc les impacts du bruit sur la santé sont multiples également. On a évidemment la gêne qu'on peut ressentir lorsqu'on est exposé au bruit, mais plus largement les perturbations du sommeil et également l'augmentation des risques de développer des maladies cardiovasculaires. Au sein de la zone dense francilienne, on estime qu'il y a 2,3 millions de personnes qui sont fortement gênées par le bruit des transports, que 756 000 personnes sont fortement perturbées dans leur sommeil, et que tout ça mis ensemble, ça aboutit à 100 000 années de vie en bonne santé perdues chaque année au sein de la zone dense francilienne, ce qui représente 9,4 mois de vie en bonne santé perdus sur une vie entière en moyenne, et ce qui peut aller dans les secteurs les plus exposés au bruit des transports jusqu'à 3 ans. Donc on voit que c'est aussi un enjeu très fort. L'OMS et l'Agence européenne de l'environnement ont rappelé que le bruit, c'est le deuxième facteur environnemental qui a le plus d'effets sur la santé en Europe. Alors, l'enjeu de coupler nos informations sur l'air et le bruit, c'était déjà un enjeu du fait du nombre important aussi d'indicateurs, de données dont on dispose rien que pour la qualité de l'air. C'était de synthétiser cette information en prenant les différents polluants d'intérêt, en l'occurrence le NO2, dioxyde d'azote, les particules plus ou moins fines, les PM10 et les PM2,5, et également les mettre au regard des valeurs réglementaires qui sont les valeurs limites, donc les valeurs limites actuelles, celles qui ont été votées très récemment, il y a quelques jours, pour des objectifs à 2030, donc avec des baisses de ces valeurs limites, et puis les recommandations de l'OMS, et également avec des niveaux encore plus faibles. Donc il y a une méthodologie qui a été définie à l'échelle nationale, et donc qui a été déclinée ici à l'échelle de l'Île-de-France, pour synthétiser toute cette information sur les polluants et sur ces différents seuils, où vous pouvez voir sur les couleurs les plus foncées en rouge
et marron les zones les plus à enjeu avec des dépassements de seuil. Alors maintenant, on tend à respecter ces seuils avec vraiment des niveaux les plus importants uniquement à proximité des axes routiers majeurs de l'Île-de-France. La prochaine valeur limite, donc à horizon 2030, on voit qu'on la dépasse plutôt dans le cœur de l'agglomération. C'est toute la partie jaune à orange que vous voyez, donc Paris et Petite Couronne comprises. Et puis les recommandations en bleu qui sont respectées, que vous ne voyez pas sur la carte de l'Île-de-France, malheureusement, puisqu'on a des dépassements essentiellement sur les particules PM2,5, encore sur ce polluant. Alors, en matière de bruit, on a travaillé de manière analogue, en fait, en synthétisant les connaissances qu'on peut avoir sur l'exposition au bruit des 3 sources de transport, le bruit routier, le bruit ferré, le bruit aérien, en une seule carte qui va fournir une classe de bruit en fonction du positionnement des niveaux sonores pour chacune des sources par rapport aux valeurs de référence que sont donc les recommandations de l'OMS et d'autre part les valeurs limites réglementaires. Donc on a fait 7 classes de bruit en fonction de la situation par rapport à ces différentes valeurs. Donc les classes 1 et 2, c'est là où on a des respects des valeurs de référence. Classe 3 à 5, on est entre les recommandations de l'OMS et les valeurs limites réglementaires. Et les classes 6 et 7, on est en dépassement des valeurs limites réglementaires. Donc c'est les couleurs rouge et rouge sombre avec ces dépassements. Et les endroits qui respectent les recommandations de l'OMS, on est dans les bleus ou verts foncés. Voilà, donc il faut savoir que pour le bruit, on n'a pas, comme pour la qualité de l'air encore, la prise en compte de toutes les sources de bruit. On s'intéresse pour l'instant exclusivement aux sources de bruit des transports. Ça fait partie des prospectives d'intégrer aussi des sources plus locales comme la vie récréative, les bruits des bars par exemple dans Paris ou autres, qui sont une attente forte des riverains. Donc là, ce sont les bruits des transports, et puis on peut intégrer aussi assez facilement les grandes industries. Mais par contre, les bruits plus locaux, plus compliqués à modéliser, ils ne sont pas encore pris en compte. Alors, on a donc croisé nos 2 cartes, qui sont chacune exprimées selon 7 classes d'indices, en une carte couplée avec une représentation originale qui est sous forme de matrice. En fait, on a cette matrice de 49 valeurs en fait, de possibilités de croisement des deux classes. Et évidemment, pour la visualisation, on a regroupé ça en 9 couleurs pour que ça soit plus simple. On a fait un regroupement des classes. Donc, on a une matrice de 9 couleurs qui permet sur la carte de se situer et de savoir, donc je passe directement à la carte, comme ça vous montrera ce que ça donne, de savoir en chaque point du territoire finalement comment on se situe par rapport à ces 2 pollutions, sonores et atmosphériques. Donc les endroits qui sont préservés à la fois pour les 2 types de pollution, qu'on voit plutôt en grande couronne au sud-est de l'Île-de-France, les bleu clair, les endroits qui au contraire cumulent fortement les 2 pollutions qui apparaissent en rouge. Et puis, toutes les situations intermédiaires où parfois, quand on est dans les échelles de bleu, on est plus soumis à de la pollution atmosphérique qu'au bruit. Et quand on se déplace sur l'axe des gris, on est plus soumis au bruit qu'à la pollution atmosphérique. Et on voit que sur le territoire, il y a une grande, évidemment, notamment sur la zone dense francilienne, une grande zone où on est dans le jaune, c'est-à-dire avec une situation altérée à la fois pour le bruit et la qualité de l'air. Voilà, et plus on se rapproche de Paris, plus on va avoir des fortes co-expositions aux 2 pollutions. Voilà, c'est ce qui ressort fortement. Donc les zones de co-exposition marquées air-bruit en rouge, majoritairement situées à proximité directe des grands axes routiers, ainsi qu'à proximité des aéroports. Le cœur d'agglomération avec des zones altérées en jaune pour les 2 types de pollution, et puis une spécificité avec la pollution atmosphérique plus importante dans le cœur dense, Paris et proche banlieue, en bleu foncé, et des spécificités aussi autour des aéroports avec du gris qui apparaît, donc avec des situations altérées du point de vue sonore, mais relativement préservées au niveau de la qualité de l'air dès lors qu'on sort de la zone dense
et qu'on est encore soumis à des survols. Voilà en gros ce qui est les grandes tendances générales sur notre région. Alors, à l'aide de cette cartographie et de croiser également la localisation de la population résidente, on peut avoir quelques statistiques à différentes échelles, ici à l'échelle de l'Île-de-France, avec par exemple 80% des franciliens qui sont exposés à des niveaux de pollution à la fois sonore donc, et atmosphérique, qui excèdent fortement les recommandations de l'OMS. Donc c'est toutes les couleurs plutôt chaudes que vous avez vues sur la cartographie. 7% donc principalement à proximité des grands axes routiers qui sont exposés à la fois donc, à des dépassements de valeur limite pour le bruit et également à un net dépassement de la future valeur limite à horizon 2030. Cette population est essentiellement centrée sur la métropole du Grand Paris, hein, où on cumule à la fois les densités d'émissions, de bruit et les densités également de population. Quelques chiffres encore, avec près de 500 communes, dont plus de la moitié de la population est exposée à la fois pour l'air et pour le bruit à des niveaux altérés ou très dégradés, donc à partir du jaune et toutes les couleurs chaudes. Et un quart des communes franciliennes qui sont au contraire plutôt épargnées pour ces deux pollutions, donc c'est, comme on l'a montré sur la carte, plutôt en grande couronne, et surtout les communes qui ne sont pas concernées par le survol des avions. Alors ces statistiques, on peut également les décliner sur différents territoires. Ici, c'était l'Île-de-France, mais grâce à ce maillage fin, vous avez la possibilité aussi d'avoir des informations à la fois sur Paris, sur la zone dense de la métropole, ou en dehors de cette métropole, où on peut voir une distribution de la population exposée à ces niveaux qui est évidemment très différente. Hein. Plus on va aller dans le cœur de l'agglomération, plus on va avoir cette double exposition, air et bruit à des niveaux plutôt élevés. À l'inverse, en dehors de cette zone dense, des zones plutôt préservées et des spécificités aussi en fonction des territoires, puisqu'on peut avoir des territoires et des EPCI ou des communes qui sont survolés par exemple par les avions. On vous a fait une petite capture d'écran ici sur là où on est, à Créteil, avec une exposition qui est relativement élevée. On est dans le cœur de l'agglomération et avec des enjeux encore plus importants, évidemment à proximité des axes routiers majeurs, où là on cumule à la fois des niveaux de bruit importants et une qualité de l'air dégradée. Voilà, donc pour finir, les perspectives d'utilisation évidemment de cette cartographie qui est en ligne, hein, qui est accessible à tout le monde. D'ailleurs, on tient un stand Air Parif et Bruit Parif sur l'heure du déjeuner, donc n'hésitez pas à venir, on vous expliquera plus à fond en fait toutes ces données. Évidemment, on souhaite que ces données puissent servir à l'élaboration des plans d'urbanisme des collectivités, les PCAET, les PPBE, les plans de prévention du bruit dans l'environnement, pour identifier les zones de calme et de moindre pollution, identifier les zones où les niveaux de pollution de l'air et de bruit sont les plus dangereux pour la santé. Donc ça, c'est toute la phase de diagnostic. Et puis aussi pouvoir mettre à jour cette cartographie croisée sur la durée pour pouvoir suivre l'évolution en fonction des politiques publiques menées. Donc ça, c'est vraiment très important. On souhaiterait même pouvoir utiliser cette cartographie pour faire des projections. Donc ça, c'est un travail pour modéliser dans le futur avec différents scénarios comment ça pourrait évoluer. Donc ça, c'est tout un champ sur lequel on sera certainement amené à travailler dans le futur. Et puis, c'est aussi un outil de diagnostic important pour croiser avec d'autres paramètres la localisation des établissements accueillant des personnes sensibles, les relations avec les données socio-économiques, les indicateurs de santé. Et donc, dans cette sphère-là, d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a une action, l'action 4.5 du PRSE 4, qui est pilotée par l'ORS,
qui prévoit donc d'utiliser ces données pour les mettre en relation avec des indicateurs de santé et de travailler vraiment à une caractérisation de l'impact sanitaire croisé de la pollution sonore et atmosphérique dans notre région. Donc voilà. Donc on va poursuivre nos travaux grâce à l'ORS et au PRSE 4 pour mieux vous apporter des informations sur ces deux sujets. Voilà. Si tu veux rajouter quelque chose. Oui, merci beaucoup. Voilà. On va s'arrêter là. On pourra sur nos stands vous détailler aussi les données plus précises sur la qualité de l'air ou sur le bruit dont on dispose qui peuvent aider les territoires à s'emparer de ces sujets. Ouais, effectivement, on a plein d'autres données pour vous accompagner au niveau du bruit et de l'air. Merci. Ça marche là ? Non ? Ah oui. Et merci pour la transition, car on a maintenant le plaisir d'accueillir Madame Sabine Host, chargée d'études santé-environnement à l'ORS Île-de-France. Bonjour à tous. Donc en introduction, notre directrice a évoqué quelle était la mission de l'ORS. Donc moi, je vais me focaliser finalement sur comment on aborde les sujets dans le domaine de la santé environnementale. Donc tout ce qui a été dit avant, c'est une illustration aussi de la manière dont on travaille. On ne travaille pas du tout en silo. L'ORS est déjà revenu à plusieurs reprises. Le projet Somnibruit, financé par le Health Data Hub et le GD4H, a été mentionné, donc, qui est piloté par Bruit Paris en partenariat avec nous. Donc l'observation pour guider les politiques. Donc l'observation, ça a été évoqué aussi en introduction. Il y a des enjeux de sémantique. Qu'est-ce que l'observation ? Donc nous, on en a réellement une définition large. On l'aborde au travers de plusieurs angles d'approche. Donc les approches épidémiologiques, typiquement avec le projet Somnibruit, on est dans ce domaine-là. Donc pour la surveillance des effets sanitaires, l'estimation des risques. Et donc historiquement, c'est par ces sujets qu'on est rentré dans la santé environnementale avec notre programme phare, le programme Air Pur, pour l'évaluation des risques de la pollution urbaine sur la santé, donc qui a aussi marqué un tournant de l'histoire dans la gestion des risques dans ce domaine-là. Donc connaître les risques. On travaille aussi sur la quantification, la territorialisation des impacts sanitaires. Ça a été évoqué par Fabrice, donc en particulier dans le domaine de la pollution de l'air. On évalue aussi par ce biais-là les bénéfices des mesures de lutte contre la pollution de l'air, donc avec la réalisation de ce qu'on appelle les EQIS, évaluation quantitative d'impact sanitaire, donc pour alimenter les plaidoyers, évaluer les politiques. Nous travaillons aussi sur des états des connaissances, parce que parfois on n'est pas en capacité de quantifier les risques, les impacts, de documenter de manière précise les risques. Donc il y a énormément de recherche qui est produite. On a évoqué le rôle de la recherche ce matin. Et donc on réalise un travail de rassembleur de connaissances, de digestion et de mise en lien avec l'action publique. Donc on réalise ces états des connaissances sur un grand nombre de sujets pour décrypter les enjeux, donc mieux comprendre pour agir. Et on développe aussi des approches multicritères. Donc ça a été évoqué, ces enjeux de mettre en relation des données qui ne sont pas forcément à des échelles communes et qui sont sur des dimensions différentes. Donc on développe aussi ces travaux pour favoriser les approches transversales, réduire les inégalités territoriales. Donc on parle de santé-environnement, donc bien évidemment il y a une nécessaire interdisciplinarité entre professionnels de la santé et professionnels de l'environnement. Donc à l'ORS, on a véritablement une culture de santé publique, on a une vision large des déterminants et des problématiques, on a une capacité à mobiliser les indicateurs sanitaires, donc on a accès aux données de santé via le système national des données de santé. Et on a une expertise aussi qui est renforcée par de nombreuses collaborations donc au niveau national. On travaille de manière historique avec Santé publique France. On a travaillé aussi avec l'INERIS. Vous voyez, on est en lien aussi avec le GD4H. On collabore dans tous les projets que Benjamin a présentés. On est présent, on suit ça de près pour le retranscrire au niveau territorial. Et on a aussi des collaborations interrégionales. On fait partie d'un réseau des ORS. Donc Clara Glan, qui a été mentionnée, en fait partie. Donc on a un groupe de réflexion inter-ORS qui nous permet de partager les questionnements et d'avancer ensemble sur les problématiques et réfléchir de manière commune aux solutions. Donc,
on a un dialogue continu avec les experts de l'environnement, donc ça a déjà été évoqué par Fabrice et Fanny, donc avec collaboration historique avec ces deux grands observateurs franciliens. Donc, ça a été rappelé par Nathalie, l'ORS, le département de santé de l'Institut Paris-Région, et en effet, c'est une vraie chance qu'on est en lien avec des thématiciens, des experts dans le domaine très pointu de l'environnement, à travers du département environnement, l'Agence régionale de la biodiversité, l'AREC sur l'énergie-climat, le département habitat sur l'aménagement. Et donc, c'est une véritable chance d'enrichissement respectif de nos travaux, et on la met à profit du mieux que l'on peut. On peut toujours faire mieux, je l'avoue. Donc là, j'ai plus présenté un peu les approches, les méthodes. Donc on travaille sur un grand nombre de sujets. Donc j'ai évoqué ce fameux programme Air Pur. Donc on a commencé très tôt à travailler sur les sujets de santé environnementale, et on est véritablement précurseur sur ces sujets. Donc dès la fin des années 80, début des années 90. Et donc il y a une réelle montée en charge du champ d'expertise dans le domaine santé-environnement. Donc c'est illustré par ce petit diagramme. Donc en abscisse, l'évolution du temps, et en ordonnée le nombre de sujets qu'on a investis. Donc je ne vais pas les citer ici. Et donc ça continue à se développer. On développe aussi une capacité d'adaptation. On est à l'écoute, dans la mesure du possible, des besoins, et on essaye d'aller dans les champs qui sont moins bien documentés. Et donc cette démarche de renforcement de l'observation nous permet aussi de nous améliorer, de progresser et de combler les manques. Donc comment au final on traduit cette observation? Donc on a de multiples ressources mobilisables. Les stands ont été évoqués. Donc là je balaye très rapidement ce qu'on propose, mais je serai à votre disposition pour échanger, pour rentrer un peu plus dans les détails. Donc on produit des notes d'éclairage, des rapports. Donc tout ce qu'on produit est rendu public, c'est mis en ligne sur notre site internet. On s'y retrouve à peu près, enfin en tout cas j'espère. En tout cas, si vous avez des remarques là-dessus, on est preneur pour s'améliorer, bien évidemment. Donc on met aussi à disposition un certain nombre d'indicateurs via des plateformes de visualisation de données. Donc on a des systèmes en open data d'indicateurs fournis à l'échelle des territoires, donc dont un dédié à la santé environnementale qui s'appelle Inter-Santé Environnement, donc accessible également sur notre site. Cartovis multi-exposition, je rentre un peu plus dans les détails juste pour illustrer ce propos. Alors je ne vais pas détailler le pourquoi du comment, à votre disposition pour répondre tout à l'heure. Donc des outils qui permettent d'aller au plus fin, parce que c'était dans les besoins, ce que Julien a montré aussi. Il y a des volontés aussi de documenter au plus fin les enjeux. Donc on a développé un outil donc à la maille de 500 mètres par 500 mètres, on peut difficilement faire plus fin, qui permet d'identifier les contrastes et cibler les territoires où il faut agir en priorité, où se cumulent les expositions environnementales. Donc avec un outil qui permet interactif, qui permet de visualiser pour son territoire les problématiques. Et donc du régional au local, donc ça a été évoqué. Le diagnostic à Aubervilliers a été évoqué par Jessica. Donc, en effet, on a fait un travail avec la commune d'Aubervilliers qui a permis d'enrichir cette vision régionale avec des données du terrain. On a travaillé également avec Fontenay-sous-Bois qui témoignera cet après-midi. Et donc, enfin, tout ce qu'on fait permet d'alimenter des diagnostics qui soient régionaux ou plus locaux. Et donc, en particulier, je peux mentionner ce diagnostic qui a été fait, la santé des Franciliens, en préalable à l'élaboration du plan régional santé qui a alimenté le PRSE 4 également, donc avec un focus sur 5 grandes thématiques, donc présentées sous forme de fiches. Et véritablement, ce travail, on est en capacité de le faire par la capitalisation de tout ce qu'on fait par ailleurs, par tous les travaux partenariaux qu'on mène. Donc c'est une autre manière de mettre à disposition les connaissances. Donc en conclusion, donc, un renforcement de l'observation, je ne vais pas revenir sur ce groupe de travail qui a été largement évoqué par Julien, et donc c'est une véritable moteur pour nous, pour améliorer notre observation, à la fois pour aller dans des champs où des besoins ont identifiés, mais aussi pour adapter le plus possible les outils qu'on développe aux besoins des territoires et qui puissent être pris en main et qui permettent de passer à l'action. Donc il y a un travail à faire sur la courroie de transmission.
Et donc en perspective aussi, donc il y a beaucoup de choses mises à l'agenda du PRSE 4 en termes d'action dans le domaine de l'observation. Et on remercie aussi les pilotes du PRSE de s'engager dans l'observation, une vraie reconnaissance de l'utilité de l'observation. Donc en particulier, je peux mentionner dans le domaine habitat santé, donc avec des développements à réaliser dans ce champ finalement qui sont mal documentés, et aussi sur les enjeux d'aujourd'hui et encore plus de demain en lien avec les impacts du changement climatique sur la santé, en lien avec aussi le plan régional d'adaptation au changement climatique et la mise en place d'un observatoire de l'adaptation au changement climatique qui est porté par l'Institut Paris-Région, et mes collègues aussi seront là présents sur les stands pour répondre à vos questions. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir en visio Madame Patricia Bédag, chargée d'études. En visio, oui, Madame Patricia Bédag, chargée d'études à l'ORS Bretagne, et Madame Camille de Kermoisan, chargée de mission santé à Vitré Communauté. Bonjour à tous, je suis Patricia Bédag, donc je travaille à l'Observatoire régional de la santé de Bretagne, et je vais vous présenter un outil, un guide qui a été réalisé avec et pour les collectivités territoriales pour les accompagner dans la réalisation d'un diagnostic local en santé environnementale. Et j'interviens avec Camille de Kermoisan, qui est chargée de mission et qui vous fera un retour d'expérience sur la réalisation d'un diagnostic sur son territoire. Vitré Communauté, qui est donc un EPCI situé près de Rennes, un territoire de plus de 80 000 habitants. Ce guide, il a été réalisé dans le cadre d'un projet partenarial entre deux régions qui a associé les agences régionales de santé, les régions, les observatoires régionaux de santé de Bretagne et de Pays de la Loire. Il est paru l'année dernière, en novembre 2023, et c'est un guide qui s'intitule « Intégrer la santé environnementale dans les politiques locales ». Il a pour objectif de faciliter l'intégration de la santé environnementale dans les politiques locales, et son objectif, c'est particulièrement de donner des clés pour l'étape du diagnostic, qui est une étape incontournable. Ce guide part du constat que les collectivités ont un rôle clé en matière de santé, d'environnement, car elles peuvent agir sur l'environnement des habitants et sur les expositions au travers de leurs compétences, par exemple l'habitat, le transport, l'urbanisme, l'eau, l'alimentation. Bonjour à tous, j'ai pas pu me présenter tout à l'heure, donc Camille de Kermoisan pour Vitré Communauté, et moi je suis chargée de mission santé. Donc quand on m'a demandé de travailler sur la santé environnementale, je vous l'avoue, j'étais pas très à l'aise. D'où l'utilisation du guide réalisé par l'ORSB, qui m'a permis un peu de savoir vers quoi je devais aller dans la recherche de données, d'indicateurs, et de m'approprier en fait les différents thèmes qui sont proposés dans le guide, puisqu'il y a plein de thèmes qui concernent par exemple le littoral, qui moi ne va pas me concerner pour mon territoire qui n'est absolument pas proche du littoral. Toutefois, il y a des indicateurs sur la qualité des eaux de baignade, et comme on a du coup une base de loisirs avec un plan d'eau assez intéressant sur notre territoire, voilà, moi j'ai pu vraiment m'approprier en fait certains thèmes et les analyser à l'échelle de mon territoire quand la donnée était présente. Donc là, je vous ai mis rapidement sur le diapo quelques thèmes que j'ai plus creusés, notamment la qualité de l'air extérieur, puisqu'on a un territoire très agricole, à 70% agricole, un territoire où il y a beaucoup d'industrie également. On a aussi la 4 voies et la LGV qui passent en plein milieu de notre territoire. Donc forcément, il y a des indicateurs qualité de l'air qui sont un peu dégradés.
De la même manière, je trouvais hyper intéressant de travailler sur l'habitat pour faire le lien en fait avec les autres compétences de l'agglomération, au-delà des compétences santé, donc tout ce qui concerne le PCAET, donc environnement et transition, la politique habitat, la politique sportive, la politique touristique, économique également, urbain. Donc voilà, c'était un nouveau monde pour moi, mais je m'en suis sortie. Tu peux passer, Patricia. Alors sur le diagnostic, sa réalisation, c'est vraiment une étape clé pour objectiver une situation d'un territoire avant de se lancer dans l'action, avant de rédiger un plan d'action. Une étape incontournable, parfois laborieuse, mais qui permet, vous le voyez sur cette petite infographie, une analyse croisée de la situation du territoire en faisant ressortir ses spécificités environnementales, ses atouts, ses points faibles, ses problématiques locales qui peuvent impacter la santé des habitants. Le diagnostic aussi permet de mettre en lumière les besoins, les attentes de la population, des professionnels du territoire, professionnels de santé, acteurs locaux, associations. Et en bas à droite, il permet aussi de faire un point sur les ressources qui existent déjà sur le territoire et qui pourraient être mobilisables pour les actions. Donc c'est à la fois un outil d'aide à la décision, un outil de connaissance de son territoire, un outil de partage des données obtenues et de communication. Alors, il y a eu quand même pas mal de mois de travail sur le diagnostic. Donc en fait, le diagnostic santé-environnement, de mon côté, s'intègre dans le contrat local de santé. On l'a inscrit comme une action à réaliser. Mais ça a pris beaucoup de mois, puisqu'en fait, le contrat local de santé ne fait pas que la santé environnementale, mais travaille sur beaucoup d'autres sujets, la santé, activité physique, alimentation, enfin voilà, il y a énormément d'autres thématiques. Donc voilà, ça a été un petit peu long, mais ça a quand même permis à un territoire, à un groupe d'élus, de techniciens, de s'approprier en fait cette thématique qui est parfois, même souvent, nouvelle pour des élus locaux et même pour les techniciens, je confirme. Donc c'est vraiment une démarche assez lente, mais qu'il est nécessaire de faire pour pouvoir en fait savoir de quoi on parle. Et pour donner en fait la légitimité à un territoire, à un technicien, à plusieurs, à une équipe en fait, de parler de santé-environnement. Ce qui m'a aussi beaucoup marqué dans cette démarche, c'est d'aller chercher des partenaires, des acteurs locaux qui sont quelque part un peu éloignés de la santé, ou en tout cas à leurs yeux, ils le sont. Donc voilà, ça a été vraiment qui peut me renseigner sur telle thématique, etc. C'est assez long. Voilà, ça m'a permis aussi de creuser d'autres enjeux qui m'étaient inconnus en fait. Voilà pour moi, Patricia. Alors plus précisément sur le contenu du guide, le guide il est volumineux, il fait une centaine de pages, vous pourrez le consulter et échanger avec ma collègue Clara Galland de l'ORS Pays de la Loire qui a aussi collaboré à ce guide sur le stand dédié. Donc vous verrez, c'est un guide très volumineux qui se compose de plusieurs parties. Il apporte à la fois des connaissances théoriques, des informations sur les concepts, One Health, urbanisme favorable à la santé, et il se veut surtout un guide très pratique et fonctionnel avec des fiches techniques. Quelles sont les données à collecter, où les trouver, sur quel site, comment les analyser, comment en faire une synthèse, et aussi comment identifier et prioriser des enjeux sur le territoire avec également un grand nombre de ressources en fin de guide. Ce guide, il est organisé autour de 6 enjeux que l'on a identifiés en regard des leviers d'action possibles des collectivités. Le premier enjeu, par exemple, s'intéresse à la préservation et à la valorisation des milieux et des ressources naturelles. Il y a également un enjeu sur l'adaptation au changement climatique,
Un enjeu sur la promotion du cadre et de modes de vie favorables à la santé, c'est le numéro 4. Un enjeu sur le logement et l'habitat, c'est l'enjeu numéro 5. Et un enjeu plus transversal, le numéro 6, sur la réduction des inégalités sociales et territoriales et environnementales de santé. Et pour chaque enjeu, on précise pourquoi il est important d'agir sur cet enjeu. Vous trouverez aussi des informations et des infographies, comme vous pouvez le voir en haut à droite, sur les liens entre la thématique environnementale et les impacts sur la santé. Des fiches sur les indicateurs disponibles à collecter, soit en ligne, soit au sein de la collectivité dans les différents services, et également pour une approche complémentaire des idées d'indicateurs à construire. Enfin, le guide il donne aussi des éléments d'aide sur le comment agir, avec des informations sur quel plan, sur quel cadre s'appuyer, déjà disponibles au sein de la collectivité, et également un certain nombre d'actions qui ont déjà été menées sur chacune des 2 régions, Bretagne et Pays de la Loire, avec des liens cliquables qui vous détaillent des actions qui ont déjà été mises en œuvre par des collectivités territoriales. Alors, un petit exemple que j'avais souhaité vous faire partager, c'est qu'en fait, quand on travaille sur les indicateurs en santé environnementale, on se doit en fait de nuancer l'indicateur brut, c'est-à-dire par exemple sur les données qualité de l'air. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a un territoire où la qualité de l'air est quand même extérieure et fortement dégradée. Donc là, on a été rechercher tous les indicateurs. Enfin, ça a été un travail de fourmi pour savoir un peu comment les expliquer, à quoi c'était lié en grande majorité, etc. Et du coup, l'impact en santé sur les habitants. Puisqu'en fait, l'exercice qui est intéressant, c'est de dire, OK, il y a ça comme indicateur, quels sont les impacts sur la santé des habitants, mais toujours garder à l'esprit qu'il y a une multitude de déterminants de santé et que la qualité de l'air extérieur est qu'un seul déterminant parmi d'autres. Par exemple, le taux d'emploi, c'est un déterminant extrêmement puissant sur la bonne santé des habitants. Quand on a un taux d'emploi qui est favorable sur un territoire, on voit bien qu'au niveau des données de santé, c'est beaucoup mieux que sur d'autres territoires bretons, par exemple. Donc, l'enjeu, quand on réalise, enfin en tout cas à mon sens, quand on a réalisé le diagnostic, c'est de dire OK, il y a ça, mais n'oublions pas que la santé est déterminée par énormément d'autres choses. C'est un indicateur parmi d'autres. Pour terminer, vous trouverez le guide sur les sites internet des différents partenaires, les ORS, les ARS, et puis les sites internet des PRSE, Bretagne et Pays de la Loire. Et donc, pour continuer à échanger, vous pouvez retrouver Clara Galland sur son stand sur la pause du déjeuner. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre intervention croisée. On va maintenant passer aux questions. Donc, on a 5 minutes à peu près. Alors, je vais commencer par vous poser une première question et ensuite, on récoltera les... Alors, quelle est votre relation avec les collectivités territoriales ? Est-ce que la demande de données d'observation se fait sur certains sujets ? Est-ce que vous avez un retour sur la pertinence des données, sur l'utilisation des données ? Qui, des collectivités ou de vous, choisit les thématiques ou vous saisit sur un certain travail ? Alors, l'accompagnement, alors je prends l'exemple pour Airparif, donc sur la fourniture des données, ça a 2 objectifs. Déjà de faire un diagnostic sur le territoire, donc ça on peut le faire pour l'ensemble des collectivités, des EPCI, que ce soit des adhérents d'Airparif ou non. Et donc, déjà, c'est vraiment de poser le diagnostic au niveau du territoire, comme on l'a montré pour l'air et le bruit. On peut avoir des territoires qui ont des enjeux qui sont bien différents. Et également des données
à travers notre inventaire des émissions, que ce soit sur les polluants atmosphériques, les gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, qui vont permettre de voir quels sont les leviers d'action possibles sur un territoire. Sur un territoire qui va être plutôt en milieu urbain dense, on va avoir des leviers importants, par exemple avec le trafic routier généralement. Et puis en zone plutôt rurale, voir s'il y a d'autres secteurs sur lesquels le levier est possible et quel est l'impact potentiel de ces leviers sur la qualité de l'air. Donc l'accompagnement peut se faire sur ces deux volets qui sont évidemment complémentaires. L'objectif aussi, c'est de fournir des informations sur le futur et pas que sur le passé. Donc de tendre vers des niveaux plus faibles en pollution atmosphérique et également donc, d'avoir ces indicateurs, que ce soit sur les leviers possibles ou la qualité de l'air futur, avec des inventaires prospectifs qui nous permettent de voir à une horizon plus ou moins proche quelles sont les perspectives d'avenir sur les politiques publiques qui sont menées à grande échelle, et puis d'intégrer les politiques publiques plus du territoire pour voir cette tendance à l'amélioration ou pas, mais plutôt à l'amélioration compte tenu des politiques publiques menées. Merci. Si je peux, donc, en ce qui me concerne, j'ai évoqué ce travail sur la multi-exposition, par exemple. Donc ça pointe aussi un enjeu d'articulation des échelles. Donc c'est vrai que nous, la commande, elle est plutôt à un échelon régional. On travaille avec le conseil régional, avec l'ARS. Donc c'est plutôt par là que les sujets sont définis. Et ce travail sur la multi-exposition était très intéressant à ce titre, parce qu'il a permis une articulation des échelles. Et on voit qu'on travaille différemment. Pour le coup, il faut travailler avec les acteurs du territoire qui connaissent le mieux le territoire, et donc là, ça permet d'enrichir l'analyse. Donc, je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Après, sur la pollution de l'air, par exemple, donc on a une vision régionale. On travaille aussi avec la métropole du Grand Paris qui mène des politiques dédiées. Donc, le travail qu'on a fait sur l'évaluation en prospectif des mesures mises en œuvre. Voilà, on essaye de décliner à cette échelle, à l'échelle de la ville de Paris. Donc on a des échelles un peu emboîtées comme ça. Mais c'est sûr que par le biais là, de ce qu'on est en train de mettre en place comme dynamique d'échange avec les collectivités, je pense que nos travaux vont gagner en efficacité et en applicabilité au niveau local. Donc il y a encore beaucoup à progresser dans la collaboration avec les territoires. Et si juste je peux rajouter un élément, il y a énormément de données qui sont disponibles au niveau local. Le problème, c'est que entre elles-mêmes, elles sont effectivement difficilement mobilisables et interopérables. Donc nous, on travaille pas mal sur ça et on va monter des projets sur ça, notamment sur les cas de vagues de forte chaleur, par exemple. Il y a beaucoup d'éléments, à la fois au niveau territorial, à la fois au niveau national, et arriver à faire le lien entre les deux, c'est ce qui va permettre de développer des projets qui vont vraiment avoir un impact à la fois global et au niveau local. Donc il y a un vrai engagement des collectivités qui est fort, mais qu'il faut continuer pour faire des liens entre vraiment toutes les données qui peuvent exister. Je peux prendre la parole si ça vous ennuie pas. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Ah, ok, très bien, ça je mets en doute. Comme j'étais confrontée comme je suis sur le territoire directement, c'est vrai que les données, on peut leur faire dire un peu tout ce qu'on veut, et chacun peut se les approprier, parfois de la mauvaise manière, en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas facile, en fait, de parler de santé environnement sans faire peur aux gens, faire peur aux populations. Par exemple, le risque, quand on va parler de radon dans les habitations, ça va être oh là là, ma maison, il y a plein de radon, c'est hyper pollué. C'est pas si simple, en fait, je trouve, de pouvoir parler de santé environnement avec légèreté. En tout cas, moi, ça a vraiment été mon ressenti. Et si je peux me permettre aussi juste de dire un mot pour Bruit Parif, nous, la relation avec les collectivités, elle est évidemment primordiale, puisqu'en fait, on a été créé il y a 20 ans par la région,
Île-de-France pour justement avoir un outil d'objectivation du bruit sur le territoire. C'est vrai que le bruit, il y a une composante quand même de subjectivité, donc c'est très important d'avoir des données objectives, d'objectiver les choses et de mettre ça en partage. Et donc évidemment, les collectivités, c'est notre cible principale d'information, puisque les données, elles sont produites pour elles. On a dans notre gouvernance à Bruit Paris plus de 2/3 de nos membres qui sont issus des collectivités territoriales franciliennes, soit la région, les départements, la métropole, les communautés d'agglo, les communes, parce que le bruit c'est un phénomène très local, et donc c'est vrai que c'est l'action au niveau des territoires qui peut faire en sorte que l'exposition se réduise. Et donc comme Air Paris, on intervient à la fois en diagnostic mais aussi en accompagnement sur les actions et voire en prévision sur des choses qui pourraient être menées. Merci beaucoup à tous les 5. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour, Nathalie Bazère de l'ORS Île-de-France. Je voulais interroger l'ORS Bretagne et la collègue parce que je trouvais l'expérience très intéressante. Et là, c'est m'interroger quand même encore sur comment, du coup, les acteurs de terrain s'emparent des données, finalement. Parce que là, vous faites un guide, vous expliquez les choses, mais est-ce que pour autant, et c'est ça ma curiosité, parce que je pense que c'est un élément fondamental, vous avez même dit vous-même que finalement, quand vous parlez de santé-environnement, les acteurs ont peur. Donc ça m'interroge, du coup, comment fait-on pour que nous, qui produisons, qui sommes du côté de la création, de l'observation, comment on fait pour que les acteurs eux-mêmes s'en approprient en montrant bien qu'on a quand même des leviers d'action et que finalement la santé, c'est dans toutes les politiques publiques et que, pour moi, la santé, c'est le cœur de tout ce que l'on doit mettre, c'est ce à quoi on doit penser quand on met en œuvre une politique publique. Alors, pour répondre à la question, ce nouveau guide, il fait suite à un premier guide qui avait été élaboré en 2016 et qui était constitué de fiches indicateurs à recueillir, ni plus ni moins. Et le retour des collectivités, c'était justement cette difficulté à réaliser le diagnostic, à s'approprier les données. Et il me semble que la méthode proposée dans ce nouveau guide, elle fait plus le lien entre les données à collecter et les compétences de la collectivité, avec un recueil qui est facilité et avec cette volonté de montrer qu'il faut bien faire ressortir les enjeux du territoire et les partager. Et ça, c'est aussi un facteur clé de réussite. On a aussi dans ce guide interrogé les collectivités pour des retours d'expérience, pour des relectures. Et certaines, vous le verrez dans le guide, montrent comment elles ont partagé les données avec l'organisation de séminaires, l'intervention d'experts lors de ces séminaires. Et c'est vrai que cette appropriation des données, elle est primordiale, mais il y a aussi d'autres facteurs de réussite. C'est aussi le portage politique et puis le fait que cette démarche, elle est longue, elle s'inscrit dans la durée, donc il ne faut pas non plus lâcher, malgré parfois des chargés de mission qui évoluent, qui changent au cours de la démarche. Donc il y a différents éléments qui permettent de réussir cette mission. Et effectivement, tout l'objet de notre mission, c'est de sensibiliser les équipes et les élus à intégrer de la santé dans tout ce qu'ils entreprennent. Parce que toutes les politiques publiques, en fait, peuvent avoir un levier santé. Et c'est tout notre rôle, en tout cas nous, les chargés de mission santé des territoires, c'est de leur expliquer qu'ils ont un rôle là-dedans. Qu'en fait, on a tous un rôle. Mais c'est très long, et encore plus quand ça touche à l'environnement, parce que c'est très complexe déjà. Je trouve que cette thématique est vraiment complexe. Et puis souvent, les projets, par exemple, d'Urba, ils vont plutôt vite. Et c'est vrai qu'on ne parle jamais vraiment santé, ou on ne parle jamais vraiment environnement dans un projet Urba, ou en tout cas, on le passe vite.
Et tout l'enjeu en fait de la transversalité de la thématique santé, elle est là en fait. Notre objectif, c'est vraiment d'aller vers les services et d'aller vers les équipes d'élus pour leur dire vous avez votre carte à jouer aussi. Mais ça prend du temps, effectivement. Je me permets, Guy Bensoussan à nouveau, pour juste une remarque. Nous sommes, vous l'avez dit, nous fonctionnons en silo avec des cœurs de métier qui ne sont pas forcément dédiés à la santé. Pour mon cas et notre cas en urbanisme, c'est à la planif, à la planification. Se saisir d'un guide, ils sont très très bien faits. Bordeaux l'a également fait et je vais m'empresser de lire votre guide puisqu'il m'a l'air effectivement très complet. Mais c'est chronophage. Or, on est dans des métiers qui, quand ce n'est pas notre cœur de métier, qui exigent beaucoup de temps pour s'approprier, s'acculturer à ces questions qui sont certes, et vous l'avez mentionné, complexes. À l'époque où nous avions monté avec Madame Issu le réseau des référents urbanistes favorables à la santé, nous avions juste remarqué une chose. En 2019, on était dans l'obligation d'élaborer dans l'enceinte de la métropole du Grand Paris des PLUI. Et on s'est dit, pourquoi ne pas développer ces guides, mais sous un autre format, le format vidéo. Faire des petites vidéos courtes, thématiques, présenter la démarche, éventuellement son financement, les différentes méthodes de diagnostic territorial, puis ensuite faire des zooms thématiques sur tel ou tel enjeu ou déterminant de santé, et puis présenter quelques expériences réussies. Nous fonctionnons par silo. Malheureusement, nous n'avions pas été entendus. Nous avions travaillé, proposé le projet avec Ecopolis, qui malheureusement n'avait pas non plus les reins suffisamment solides pour pouvoir développer la démarche. Alors, quels sont les freins à sortir de son silo pour pouvoir financer ou collaborer avec différents organismes et peut-être faire des... Alors pourquoi ces vidéos ? Pardon, j'ai oublié de le préciser. L'idée était de les présenter aux différentes UD, DDT en France sous forme de liens téléchargeables ou consultables à volonté quant déjà à destination des techniciens, mais aussi des élus, pour qu'ils puissent, en délibération du Conseil des territoires, visionner ces éléments, parce que souvent l'ARS nous disait, nous arrivons en bout de chaîne. Quand le PLUI est quasiment approuvé, on donne notre avis. Or, l'idée, c'est qu'on puisse présenter ces démarches au moment de l'arrêt du PLUI, au moment de tout le travail préalable d'élaboration des chantiers qui permettent à cette élaboration. Donc voilà, c'est plus une suggestion qu'une question en fait. Pourquoi ne pas mobiliser les nouveaux outils numériques, vidéo, en plus évidemment des guides qui permettent, une fois qu'on s'intéresse à la question, de vraiment se poser pour regarder ces éléments. Merci. Alors ça fait le lien, avec une dernière information que je voulais vous transmettre, le fait que ce guide est accompagné de 3 webinaires enregistrés et qui peuvent être visionnés bien sûr, et qui s'intéressaient donc à un premier webinaire plus général sur le guide et le diagnostic, et 2 autres ciblés sur 2 enjeux en particulier. Et du coup, pour revenir sur cet élément justement de mobiliser des nouveaux outils pour faire apporter de la connaissance, le guide des Adoras, justement, donc développé par le HESP, a créé une version en ligne de ce guide qui est en fait un site internet qui propose un accompagnement avec des éléments cliquables pour définir directement son besoin d'accompagnement et déterminer les outils qui sont reliés. Donc voilà, c'est un exemple de chose qui est possible et qui est actuellement faite. Tous les deux. Est-ce qu'il y a une dernière question ou remarque très rapide ? Oui, une petite question naïve, je me posais, parce que c'est vrai qu'on parle exposition et santé, comment on fait le lien quand on n'est pas exposé uniquement là où on habite, mais bien sûr où on travaille, nos mobilités. Et je me demandais dans quelle mesure il y a des outils, pas que pour les collectivités territoriales, mais pour les citoyens. Est-ce qu'un citoyen pourrait, comme on peut calculer notre impact carbone, qui font qu'on change nos comportements, il y aurait une possibilité d'avoir des outils, de savoir comment se protéger davantage à ces expositions
environnementale. Madame a une réponse ou c'est une autre question? Non, c'est la réponse, mais je pense que pareil, très bien. Effectivement, c'est une bonne question. Alors, ça fait maintenant un peu plus de 15 ans qu'on fait des études sur des micro-environnements. Alors, pour l'Île-de-France, il y a un enjeu qui est important, c'est évidemment les transports. Aujourd'hui, on est tous ici, mais on est venu avec des moyens de transport qui sont certainement très différents entre la voiture, les transports en commun et donc, ou même le vélo. On a étudié ces différentes expositions pour permettre de voir quels étaient, en fonction de ces micro-environnements, à quel point on pouvait être exposé et à quel point ça pouvait impacter aussi notre exposition moyenne de la journée. Donc ça, c'est des études qui sont disponibles sur notre site internet, et après sur comment essayer de promouvoir en fait d'autres moyens de transport ou d'autres véhicules moins polluants. On a aussi des petits outils sur notre site internet, et notamment la petite calculette émissions qui vous permettent d'indiquer par exemple votre véhicule, la carburation, l'âge, le temps et la distance que vous réalisez au quotidien, et de juger, de jauger par rapport à d'autres moyens de transport quel est aussi votre impact en termes d'émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, donc qui permet de voir que si vous avez un véhicule relativement ancien diesel, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour vos déplacements au quotidien notamment. Donc voilà, on a pas mal d'études comme ça sur les cyclistes aussi, en fonction des aménagements dédiés aux cyclistes qui sont les couloirs de bus, qui sont les pistes cyclables, ou quand il n'y en a pas, être dans le flux de circulation, d'avoir comme ça des chiffres permettant de voir quel est l'intérêt de telles infrastructures dédiées aux cyclistes, aussi sur leur exposition à la qualité de l'air, au-delà du rôle sur les accidents, notamment par rapport au trafic routier. Si je peux me permettre, en matière de bruit, on peut aussi estimer évidemment l'exposition quotidienne à l'aide soit de capteurs, des dosimètres de bruit, ou d'estimateurs en fonction d'un budget espace-temps. Par contre, on est confronté à une difficulté qui est qu'on n'a pas de valeur de référence finalement auquel comparer finalement ces données d'exposition quotidienne, individuelle, puisqu'en fait les valeurs de référence, elles sont données pour des environnements particuliers, donc soit en situation quand on est habitant chez soi, donc voilà les valeurs, toutes les valeurs de l'OMS ou les valeurs limites réglementaires, c'est des valeurs d'exposition en situation riverain. On n'a pas de cumul, on a des valeurs en milieu professionnel, on a des valeurs dans les lieux diffusant des sons amplifiés, mais on n'a pas de valeur globale finalement pour permettre d'estimer si une personne en moyenne exposée 80 décibels sur 24 heures, qu'est-ce que ça fait sur sa santé. Donc ça, c'est vrai que ça limite beaucoup en fait ces études aussi d'exposition individuelle, parce qu'on ne sait pas à quoi comparer. Donc c'est des pistes pour lancer des études. Donc pour ça, il faut faire des études bruit santé pour mettre en relation, et c'est vrai, je pense aussi dans le domaine de la qualité de l'air. Merci beaucoup. Donc, nous avons vu différentes façons de s'emparer des données en santé environnementale. Monsieur Benjamin Lévy-Maya nous a montré que grâce aux données, on peut connaître sa marge de manœuvre. Madame Fanny Mietliki et Monsieur Fabrice Joly nous ont présenté les enjeux des expositions et du cumul d'expositions, dont un bon exemple est de pouvoir se situer par rapport aux recommandations OMS. Madame Sabine Host nous a parlé de l'importance de l'acculturation liée aux données, des données qui servent à alimenter un plaidoyer. Et Mesdames Bédag et de Kermoisan nous ont présenté les déterminants de santé et les indicateurs nécessaires aux diagnostics locaux de santé environnementale pour faire une photographie à un point donné, pour l'acculturation à la santé environnementale,
dans le cadre d'un travail fruit du dialogue au sein d'une collectivité. Les collectivités ont besoin de données, mais pas seulement. Elles ont aussi besoin d'aide pour les analyser et d'accompagnement technique, expert, méthodologique, pour leur permettre de faire un passage instruit, réfléchi, documenté, solide, construit vers l'action. Mieux observer pour mieux agir. Nous avons pu comprendre qu'il s'agit de travailler en multidisciplinarité, en coordination. Nous avons pris connaissance, grâce à vos interventions, que nous avons des données de qualité et pertinentes, collectées depuis des années, et des outils adaptés à disposition aujourd'hui, qui permettent ce passage, qui permettent aux décideurs de faire face aux enjeux, d'avoir des compétences pour permettre à avancer. Il y a des besoins, des attentes, des demandes des deux côtés, du côté de l'observation et du côté de la décision ou de l'action. Il s'agit de réfléchir d'où on vient et où on va et de faire le pont entre les deux. Il ne faut pas oublier l'enjeu écologique qui existe dans le stockage de trop de données, d'où l'intérêt de données ciblées. Il faut maintenant pouvoir les exploiter pour mettre en place l'action, une action justifiée. En se basant sur des données, l'action peut être mise en place. C'est ce qui va être abordé cet après-midi. On vous retrouvera après le déjeuner pour la dernière session qui portera sur le passage du diagnostic à l'action en santé-environnement au travers de retours d'expérience. Lors de la pause déjeuner, vous pourrez approfondir les échanges sur les stands, notamment avec Clara Galland de l'ORS Pays de la Loire, qui pourra vous parler du guide sur les diagnostics locaux en santé environnementale. Merci. Merci beaucoup. On va avoir une dernière petite séquence avant le déjeuner très rapide sur la question des soutiens financiers et méthodologiques, donc qui nous avait paru extrêmement importante à aborder dans le cadre de cette journée, et c'est un point qui ressortait d'ailleurs de l'enquête que nous a été partagée par Julien Eliassu. Donc pour ce focus, je vous demande donc d'accueillir Nathalie Guittard, qui est pilote du PRSE 4 donc pour la DRIEAT, et également Sophie Taubert, également pilote du PRSE 4 pour la région Île-de-France. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, juste pour compléter, au sein de l'équipe projet du PRSE 4, on est à 3. Il y a Nicolas Herbreteau de l'ARS qui n'a pas pu être là avec nous, mais qui a contribué et qui pilote avec nous le PRSE 4. Donc, le PRSE 4, donc, c'est le 4e plan régional santé-environnement. On en a pas mal, on l'a évoqué à multiples reprises ce matin. On a commencé à avoir des illustrations d'actions qui sont inscrites dans ce plan. Juste quand même, je vais revenir rapidement donc, sur ce plan. Donc, il est copiloté à 3, préfecture de région, agence régionale de santé et la région Île-de-France. C'est la déclinaison régionale en fait, du 4e plan national santé-environnement. Il a été co-construit avec les acteurs de la santé-environnement et notamment beaucoup de personnes parmi vous et du réseau ISE. Il a été publié donc le 16 juillet 2024, c'est encore assez récent, et il est consultable sur le site internet dédié du PRSE. Alors vous voyez l'illustration, dans ce document, il y a l'état des lieux en santé-environnement de la région francilienne que présentait Sabine tout à l'heure, qui a été réalisé par l'ORS en introduction. Vous y retrouverez aussi les fiches actions de ce plan, avec à chaque fois une page dédiée par fiche action. Vous pouvez retrouver les grands éléments de contexte et enjeux pour notre région, et puis les grandes étapes de mise en œuvre et les copilotes de chacune de ces actions. Alors là on revient rapidement aussi sur les principes qui ont guidé la construction de ce PRSE 4, qui est vraiment importante et voilà, qui a défini la vision de ce PRSE. D'abord, qui s'intègre bien dans la démarche Une seule santé, c'est-à-dire qu'on prenne en compte toutes les interactions entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes. On a voulu aussi l'inscrire avec des actions pour anticiper les effets du changement climatique.
la réduction de tout ce qui est inégalité de santé, aussi bien par une exposition environnementale différenciée selon les territoires, mais aussi selon les catégories sociales des populations. Là, quelque chose qui nous préoccupe beaucoup aujourd'hui, aussi que ces actions puissent être applicables à toutes les différentes catégories de collectivités territoriales, des plus petites aux plus grandes, et aussi dans tous les territoires, de la collectivité très urbanisée aux plus petites collectivités rurales, par exemple. On a vu avec Julien qu'ils avaient quand même des enjeux assez spécifiques. On a aussi souhaité qu'il y ait des actions pour développer les actions de sensibilisation et de formation des acteurs de proximité. Donc les acteurs de proximité, ça va être les professionnels de santé, mais aussi les collectivités à travers la formation des élus sur les sujets de santé-environnement, des agents. Et puis aussi, ce qui était important, c'était de former et d'embarquer les citoyens pour qu'ils soient vraiment acteurs aussi de leur santé. Alors, au-delà de ces chiffres, donc il y avait les principes qui guident ce plan. Et puis après, ce qu'on a fait au tout début de l'élaboration, c'est qu'on a identifié les 16 priorités régionales d'Île-de-France sur les sujets thématiques de santé-environnement. Donc, ces 16 priorités régionales, c'est vraiment le pilier en fait, de ce PRSE. C'est vraiment les gros enjeux pour la région Île-de-France. Ces 16 priorités régionales, elles ont été déclinées donc, en 53 fiches actions, et qu'on a réparti en 4 axes transversaux. Donc rapidement, les grands axes transversaux, c'est la réduction des expositions, ça va être l'anticipation du changement climatique, ça va être tout ce qui est d'intégrer les enjeux de santé-environnement dans les problématiques d'aménagement, de logement, et enfin tout ce qui est accompagnement, donc par la formation, sensibilisation des acteurs, des citoyens, professionnels de santé, collectivités, publics sensibles, les enfants par exemple. Voilà. Maintenant, si on en vient, donc, comme on le disait, donc, il y a un des grands principes, c'est de mettre la collectivité territoriale au cœur de la santé-environnement. Donc, il y a différents types de soutien dans le cadre de ce PRSE 4, notamment des appels à projets et des appels à manifestation d'intérêt qui sont prévus. Alors, juste, j'ai oublié de le dire, le plan, il est sur une période de 5 ans. Donc, on a 5 ans pour mener ces actions à bien. Et donc là, on vous a cité quelques exemples des thématiques qui vont faire l'objet, en fait, dans le cadre de certaines actions, d'appels à projets ou d'appels à manifestation d'intérêt. Donc il y a des appels à projets qui ont été lancés, qui sont en cours, et d'autres qui viendront dans les 5 ans à venir. Donc sur ces thématiques, donc, on a les actions assez largement en santé-environnement menées par les collectivités territoriales. Il y aura aussi des appels à projets sur le volet de la renaturation en ville. Là, ça sera plutôt des appels à manifestation d'intérêt sur la réduction de la multi-exposition. Sabine en a rapidement parlé. Il y aura aussi des appels à projets sur les sujets d'alimentation saine et durable, notamment dans la restauration collective, des sujets sur le zéro plastique et pareil, plutôt des appels à manifestation d'intérêt sur les nouveaux usages des eaux non conventionnelles. Donc on va avoir différents types d'appels à projets, des vraiment estampillés PRSE 4 qui vont être menés par 1, 2 ou les 3 copilotes ensemble. Et puis après, on a aussi voulu illustrer ça par les appels à projets aussi menés en propre par la région Île-de-France sur ces thématiques de santé-environnement et sur ces priorités régionales. Du coup, je vais passer la parole à Sophie qui va vous détailler tout ça. Donc du coup, on va vous détailler un exemple d'appel à projet qui a été mené par l'ARS dans le cadre du PRSE 4. Cet appel à projet, il s'est clôturé il y a quelques semaines. Il est construit autour de 4 volets qui reprennent en fait les thématiques qui guident le PRSE 4, donc que vous a présenté Nathalie. Et donc le but, ça va être d'accompagner des projets de collectivité autour de la santé-environnement. Et donc 21 projets ont été élus au travers de cet appel à projet. Ils seront présentés bientôt sur le site de l'ARS et sur le site du PRSE 4. Donc restez attentifs si vous voulez donc avoir des exemples de collectivités qui vont mener des projets dans leur territoire et donc qui seront accompagnés dans le cadre de cet appel à projet
par l'ARS. Et donc rapidement et de manière pas du tout exhaustive, quelques appels à projets qui sont aussi portés par la région Île-de-France et qui sont intégrés dans des objectifs du PRSE 4, donc notamment sur la création d'îlots de chaleur, d'îlots de fraîcheur, sur le territoire, donc au travers de désimperméabilisation, de végétalisation d'espaces urbains. Et aussi des appels à projets sur le volet économie circulaire et zéro déchet. Donc notamment, au début de l'année, il y a un appel à projet qui avait été lancé sur l'accompagnement de collectivités pour la réduction de plastique dans les cantines scolaires et dans la restauration collective. Donc je ne vous détaille pas du tout les conditions de ces appels à projets, mais vous pouvez tout retrouver sur le site de la région Île-de-France. Et aussi, certaines sont aussi relayées sur le site du PRSE. Mais donc ça, ici on vous a présenté les quelques appels à projets qui font partie des objectifs du PRSE 4. Ce n'est pas les seuls soutiens qu'on a aux collectivités dans le PRSE. Il y a notamment des objectifs qui concernent, et donc des livrables qui concernent des formations aux agents des collectivités, de la sensibilisation des élus, puisqu'on a parlé que le soutien, le portage politique était très important, et donc on a intégré cette ambition dans le PRSE, un certain nombre de guides et de référentiels qui seront livrés dans le cadre du PRSE. Bien sûr, on a cet objectif qui est retranscrit aujourd'hui de développement de l'offre d'observation en santé-environnement. Et enfin, on a un site du coup internet PRSE 4 Île-de-France, si vous tapez ça sur internet, vous devriez le trouver, dont l'ambition, donc pour l'instant il est encore en création puisque le PRSE 4 est sorti il y a que quelques mois, mais l'ambition de ce site internet, ça va être de répertorier en fait les outils qui seront adressés aux collectivités mais aussi à d'autres acteurs de la santé-environnement pour un peu avoir un référencement de tous les guides, tous les outils qui pourront vous être utiles pour améliorer le traitement de la santé-environnement en Île-de-France. Et donc deux derniers points. Dans le cadre du PRSE, on a le 2 décembre après-midi un forum santé-environnement qui se tiendra à Aubervilliers. Donc vous êtes grandement invités à participer à ce forum santé-environnement. Si vous n'avez pas eu le lien d'inscription, il va être relié sur le site du PRSE, mais vous pouvez aussi venir nous voir. Donc on aura un stand pendant la pause déjeuner, donc n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on vous retransmette l'invitation. Et dans le cadre de la gouvernance du PRSE 4, on est en train de créer un comité d'animation territoriale. Donc la ressemblance n'est pas du tout fortuite avec le comité d'animation des territoires du plan national, puisque effectivement on s'est grandement inspiré de ce comité-là pour décliner le PRSE dans les territoires, puisque c'est vraiment un enjeu très fort dont on a parlé tout au long de cette matinée, dont on va continuer de parler. On est en cours de création de ce comité. Donc pareil, si vous êtes une collectivité et que vous êtes intéressé soit pour faire partie de ce comité ou alors pour être intégré aux réunions de préfiguration de ce comité, puisqu'on est encore en train de définir le comité et ses objectifs, n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on vous intègre dans les discussions de ce comité. Merci beaucoup.